Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège, qui a la chance, comme invité d'honneur aujourd'hui, d'avoir Christy Moréal, ministre de la Santé de la région Wallonne depuis septembre 2019, c'est-à-dire 4 mois à peine après le début d'une crise sanitaire sans précédent. Alors commençons tout de suite par une question d'actualité très chaude. La 13e dose, ce sera pour tout le monde ? Alors, pour tout le monde, sans doute, on attend l'avis du Conseil supérieur de la santé qui vient de se prononcer. Et donc, ce samedi, la conférence interministérielle santé va planifier la 3e dose pour l'ensemble de la population. Comme l'Agence européenne des médicaments a suggéré, a donné son feu vert pour cette 3e dose pour les personnes qui ont au moins 6 mois d'intervalle entre la 2e et potentiellement la 3e dose, on va pouvoir l'implémenter sur l'ensemble de la Belgique et puis pour nous, en Wallonie. C'est pour quand, en fait, pour le grand public, on va dire, pour monsieur tout le monde ? Mais donc, on saura samedi ce qu'on a demandé. En fait, il y a 3 semaines, on avait demandé l'avis du Conseil supérieur de la santé qui nous avait rendu un avis disant « Au moment où on vous écrit, on ne peut pas recommander une 3e dose à l'ensemble de la population qui est en bonne santé. Ça n'a pas de plus-value, mais les choses peuvent évoluer et peuvent évoluer vite. » À tel point que quelques jours après, effectivement, l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis le 25 octobre disant « Pour toutes les personnes qui ont été vaccinées depuis au moins 6 mois en 2 doses, il est possible, entre 6 et 8 mois, de commencer à injecter une 3e dose qui a ce qu'on appelle le booster et qui peut augmenter de manière extrêmement impressionnante l'immunité chez les personnes et donc de l'augmenter parfois de 10 fois et donc de diminuer davantage encore les risques et de contamination et surtout de formes graves. » Alors à l'heure actuelle, je pense qu'il y a déjà presque 1 million de personnes en Belgique qui a reçu cette 3e dose, mais combien en Wallonie ? Alors, les chiffres, je ne sais pas vous les dire, enfin si, il y a un peu plus de 309 000 personnes lundi qui ont été vaccinées en 3e dose, principalement des personnes immunodéprimées, des personnes de plus de 65 ans, et maintenant on a commencé les soignants. Voilà, ça c'était la question chaude d'actualité, mais vous venez ici pour nous expliquer un peu comment vous avez vécu personnellement cette crise sanitaire que vous avez suivie depuis le début évidemment, et on va reprendre un peu ça chronologiquement. Alors, chronologiquement, en fait, quand avez-vous entendu parler pour la première fois et comment avez-vous réagi, entendu parler du Covid évidemment ? Alors, c'est un médecin qui travaille dans mon cabinet, qui est dans un organe qui s'appelle le Risk Assessment Group, et qui a été informé qu'il y avait des maladies infectieuses, une maladie infectieuse qui avait été signalée et qui était une maladie qui était à l'origine en Chine, qu'il ne fallait pas particulièrement s'inquiéter parce que ça arrivait régulièrement qu'on signale ce type de maladie, mais qu'on allait le suivre avec beaucoup d'attention. C'était quel moment ça exactement ? Alors je dirais qu'on était tout début janvier. On était tout début janvier et le Risk Assessment Group était présidé par Steven Van Gucht, qui avait rendu un avis en disant mais au final, des informations qu'on a, des rapports chinois qui nous parviennent, on estime qu'il y aura, je pense que c'était 12 000 personnes qui pourront être infectées et entre 1500 et 2000 morts en Belgique. Et donc voilà, c'est effectivement de là qu'est partie l'information à l'époque. Je pense qu'il avait des informations partielles évidemment. C'est évident, selon lesquelles on était plus de l'ordre de la grippe que d'une maladie qui allait basculer dans la situation sanitaire totalement inédite à laquelle on est confronté depuis 2 ans. Alors les Liégeois se souviennent aussi qu'on est en février 2020, donc, et à ce moment-là, on commence à parler de cette crise, et notamment, on est pendant la période de carnaval, et beaucoup de Belges sont au sport d'hiver en Lombardie, où de mauvaises nouvelles nous arrivent. Vous vous souvenez de cette période-là ? Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce qu'il y avait des personnes qui étaient d'abord revenues de Chine et qui, en Belgique, avaient été placées dans un hôpital militaire en quarantaine en disant pas d'inquiétude à avoir, mais ces personnes doivent rester vraiment en quarantaine. Et puis, par contre, les personnes qui revenaient d'Italie, alors qu'il y avait des foyers de contamination dans le nord de l'Italie, on ne demandait pas la même application. Donc, j'avais eu des contacts, évidemment, avec la ministre fédérale qui coordonnait l'information à ce moment-là. Guy Debloc, à l'époque. C'est ça. Qui disait, écoute, les informations dont je dispose, ce n'est pas le même type de contamination, et donc, on ne doit pas appliquer les choses de la même manière. Donc, les gens revenaient soit en avion, soit en voiture, et quelque part continuaient à travailler. À ce moment-là, circulait encore l'information
scientifiques partielles selon lesquelles les asymptomatiques ne transmettaient pas la maladie, ce qui s'est révélé ne pas être le cas dans les semaines qui ont suivi. Et notamment, on s'en est rendu compte de manière flagrante à l'égard des maisons de repos qui avaient été fermées, mais dans les 8-10 jours qui ont suivi, on a vu émerger de manière assez impressionnante. On y reviendra, mais c'est l'époque aussi où, je pense, Maggie de Glock dit que ce sera une grosse grippe, en fait. Oui, et j'imagine que si elle dit ça, c'est principalement parce qu'elle a eu des informations du Risk Assessment Group, donc le groupe qui est chargé au niveau des scientifiques d'analyser et d'avoir les informations qui viennent de l'étranger. À l'époque, les seules informations qu'on a, en tout cas aux alentours de février, viennent d'informations chinoises. Et ce n'est que dans les jours qui suivent qu'on commence à avoir des informations de l'Italie avec les images qui nous ont tous évidemment bousculés et qu'on a chacun, je crois, gravées dans nos têtes. Effectivement, et puis l'inquiétude grandit avec les jours qui passent et on s'approche du 14 mars 2020 où on décide d'un lockdown, le confinement en fait en Belgique. Alors ça, c'est quand même un événement majeur en fait, une lourde responsabilité politique pour tous les gouvernements qui ont dû décider cela et puis aussi un chambardement en termes de décisions à prendre. Oui, on se rend compte que le monde va s'éteindre quelque part. On va arrêter tout ou quasi tout. Et donc, on se pose des questions techniques, des questions pratiques qui se posent et qui nécessitent qu'on se réunisse sans discontinuer pendant quasi 8 jours pour préparer les choses, pour s'assurer que les paiements seront quand même organisés, que les déchets seront évacués et donc que les services essentiels, même en cas de confinement, puissent continuer à être administrés pour éviter que ce soit une cacophonie sans nom. Et donc, c'est effectivement la nouveauté pour chacun d'entre nous, puisque personne de son vivant n'a connu une situation qui est en gros un état de guerre. Quand vous êtes sorti de cette réunion et que vous êtes promené dans les rues, vous aviez quelle idée en tête? Qu'est-ce que vous regardiez, tous ces gens qui étaient encore un peu inconscients quelque part? Oui, je me souviens qu'on a eu une réunion notamment à Bruxelles, là, au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le ministre-président. Et donc, on savait que, selon toute vraisemblance, le lendemain, on allait devoir annoncer le lockdown. Et je me souviens d'avoir vu tous ces commerces, tous ces cafés où les gens étaient attablés à des terrasses en toute insouciance, en faisant la fête. Et à ce moment-là, j'ai mesuré à quel point les choses quotidiennes qui paraissaient insouciantes allaient s'arrêter. Et ça me paraissait irréel, mais en même temps, je mesurais à quel point l'heure allait être grave. Quel a été votre rôle spécifiquement en fait, à ce moment-là, en tant que ministre de la Santé? Une coordination avec l'ensemble des gouvernements, au sein du gouvernement wallon, avec les autres gouvernements au niveau fédéral? Alors au sein du gouvernement wallon, les choses se sont passées très naturellement. On était très unis, chacun a vraiment essayé de mettre du sien pour prendre des mesures dans chacun de nos départements. Évidemment, il y avait beaucoup de choses qui relevaient de mes départements en matière de santé, dans le cadre des maisons de repos, des services de santé mentale, des personnes en situation de handicap, envisagées pour chacun d'entre eux. Rien que dans le secteur de handicap, on a dû faire, oui, circulaire. Donc les gens dans mon équipe, à la VIC, ont travaillé nuit et jour et ont posé des questions qui étaient des questions en plus vitales. Je prends le cas de personnes en situation de handicap qui devaient aller à l'école, qui vont à l'école pendant la semaine, mais qui, à 4 heures, rentraient dans l'institution. Comme il n'y avait plus d'école, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce que ces gens restaient dans l'institution? Mais s'ils restaient dans l'institution, il n'y avait pas de personnel en journée, puisque ce n'était pas prévu. Est-ce qu'on interdisait de facto aux parents de venir reprendre les enfants le week-end? Ou bien, à contrario, est-ce qu'on laissait les enfants chez leurs parents en sachant qu'on ne savait pas combien de temps on allait devoir rester fermé, et parfois avec des pathologies extrêmement lourdes. Donc ça posait des questions qui étaient existentielles pour les gens, et on savait que quand on doit prendre des mesures générales, il y a derrière des cas particuliers, des situations humaines qui vont être douloureuses, et c'est difficile de penser à chacun des cas quand on prend des mesures générales de ce type-là. Vous parlez des personnes handicapées, mais vous avez dû gérer aussi une crise terrible en matière de maisons de repos, où là, malheureusement, le coronavirus a fait des ravages. Oui, et c'est vrai que vous parliez du 14 mars en disant que c'était un moment compliqué où on a parlé du confinement, mais pour moi, le moment le plus dur, ça a été le 11 mars, quand j'ai dû aller annoncer au Parlement que j'allais interdire les visites des maisons de repos pendant 3 ou 4 semaines.
Et cette décision-là était difficile. J'ai d'ailleurs fait l'objet à ce moment-là de flots d'insultes, de menaces, de messages vraiment très, 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 très durs de la part de familles et parfois aussi de personnel de maisons de repos, disant que c'était une décision totalement inhumaine, disproportionnée, qui ne nécessitait pas de prendre des mesures puisqu'il n'y avait pas de malades. Voilà, je pense qu'on l'a pris en notre âme et conscience et que même à ce moment-là, on imaginait qu'en faisant une sorte de forteresse dans les maisons de repos, on allait éviter le pire, parce qu'on savait que les personnes âgées étaient beaucoup plus susceptibles d'être fragiles au Covid, mais pas du tout dans cette proportion-là. Mais ça n'a pas empêché effectivement les ravages dans les maisons de repos, notamment parce qu'effectivement les asymptomatiques étaient aussi contaminants. Oui, et donc entre le 18 et le 21, je me souviens que je pense que c'était du côté de Mons, les Petites Sœurs des Pauvres, je crois, une institution, la direction m'appelle et m'explique que plusieurs personnes ont désaturé pendant la nuit et avaient du mal à respirer, que plusieurs sont morts parfois très rapidement, et donc la situation était apocalyptique. Et donc, à ce moment-là, j'ai évidemment alerté Maggie de Bloch à l'époque en disant, écoute, je crois que visiblement, ça n'est pas possible que les asymptomatiques ne transmettent pas parce qu'il n'y avait rien et on a fermé depuis 8 jours. Alors, dans les faits, effectivement, les asymptomatiques transmettaient, mais on avait aussi, malgré qu'on ait fermé, du personnel qui venait et qui sortait. Et donc, le personnel lui-même était en partie, et sans le savoir bien entendu, vecteur de la contamination. Il y avait le problème des équipements aussi. Les masques, par exemple. Toutes les infirmiers des maisons de repos, le personnel, n'étaient pas du tout équipés pour se protéger. Non, pas du tout. Et on s'est rendu compte que dans les institutions de soins, en réalité, ils n'utilisaient pas, ou extrêmement peu, sur les 602 maisons de repos, parce qu'il n'y en avait pas 10 qui avaient du matériel de protection en stock. Et donc, se sont retrouvés avec des moyens terribles. Je me souviens que certaines, par exemple, confréries carnavalesques fabriquaient, les couturières fabriquaient des masques, que certains faisaient récupérer des tissus, des draps. Les premiers masques que j'ai eus, moi, c'était des draps, et donc fabriqués avec des sacs poubelles, du matériel de protection. Donc, c'était vraiment terrible et extrêmement douloureux, parce qu'en plus, c'est même pas des infirmiers, c'était principalement des aides-soignants qui étaient présents dans les maisons de repos. Les médecins généralistes recevaient maintenant en consultation, n'allaient pas eux-mêmes dans les maisons de repos, et donc les aides-soignants se sont retrouvés vraiment tout seuls dans la très très grande majorité, et ça a été une souffrance terrible parce qu'ils ne sont absolument pas outillés pour pouvoir traiter des malades de cette ampleur. Et on savait aussi que les hôpitaux étant saturés, c'était difficile d'organiser des transferts, soit que la maison de repos ne le faisait pas, soit que parfois certains ambulanciers préféraient ne pas emmener une personne qui était en fin de vie et très âgée dans un hôpital. Pour donner l'ampleur de la catastrophe, on a parlé de 20 à 30% des résidents qui sont malheureusement décédés dans les maisons de repos. Alors, c'est plusieurs milliers de personnes, effectivement, qui sont décédées. Avec, dans le pic, on avait parfois 60 personnes qui décédaient par jour dans les maisons de repos. Donc, c'était terrible. On avait jusque 180 foyers infectieux. Et quand la maladie rentrait, c'était impossible de l'arrêter. Et on a pensé effectivement des équipements de protection. C'était faute d'équipements de protection qu'on arrivait à une situation aussi compliquée que celle-là. On s'est rendu compte par la suite, dans le cadre de la deuxième vague, qu'avec le matériel d'équipement, malgré tout, la maladie rentrait de manière très, très pernicieuse, et que les testings aidaient et ont sauvé des vies, mais qu'en même temps, le système restait faillible, au sens où 30% de faux négatifs existaient quand même, ou parfois des personnes étaient négatives, mais le temps qu'on arrive à détecter qu'elles soient positives, en réalité, elles contaminaient 3 jours avant qu'elles ne passent positives. Donc c'était une sorte de système sans fin, où on avait l'impression qu'on était dans un tunnel, dans une spirale dans laquelle on n'allait pas s'en sortir parce qu'on ne voyait pas la voie du point de vue médical ou scientifique. On sait aussi qu'il y avait plein d'hôpitaux qui testaient des médicaments, des traitements qui semblaient ne donner des résultats qui n'étaient pas très concluants. Effectivement. Alors, le testing était une autre arme, et aujourd'hui on fait des milliers, des dizaines de milliers de tests tous les jours, mais à l'époque, en février-mars surtout 2020, le testing, c'est vraiment encore très faible. On se contente de quelques centaines de tests par jour. Ça paraît totalement dérisoire aujourd'hui à la lumière de ce que nous avons connu. Mais quel a été votre rôle spécifique en fait pour
augmenter les capacités de testing à ce moment-là? Alors c'était principalement fédéral, mais donc tout le monde cherchait, nos universités, nos académiques cherchaient. Là-dessus, c'est l'université de Namur qui a ressorti en fait une méthode qui était une méthode assez ancienne, qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre, mais qui permettait de pouvoir tester plus de 400 personnes par jour. Alors 400 personnes, évidemment, aujourd'hui, quand on voit qu'on fait plus de 110 000 tests, c'est totalement dérisoire. Mais à ce moment-là, que soit l'Agence fédérale des médicaments, le responsable, c'était M. Malone, les universitaires, les académiques, Emmanuel André qui étaient là, on était tous en larmes en se disant c'est magnifique. Voilà enfin un nouvel horizon et on va peut-être pouvoir commencer à tester les soignants, puisqu'à ce moment-là, on imaginait que le fait de rentrer et sortir était peut-être potentiellement, malgré eux, des vecteurs de la contamination. Alors il y a aussi une conjonction entre le testing et les maisons de repos, notamment parce que vous avez lancé le programme du testing salivaire qui lui a été créé au sein de l'université de Liège à partir de l'automne en fait 2020. Quelle a été votre décision à ce moment-là ? Alors, je crois qu'on doit vraiment rendre hommage à l'Université de Liège, à ses chercheurs, pour ce qu'elle a réussi à sortir dans cette crise. Je me souviens qu'Éric Aubruge, je l'avais sollicité avec Willy Borsu pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de faire de la décontamination, par exemple, des masques, puisqu'on n'en avait pas suffisamment, en disant, écoute, si on arrive à les décontaminer, est-ce qu'on peut les réutiliser plusieurs fois ? Et donc, on a mis ça en place avec lui. On a aussi essayé de relocaliser, et on s'est dit, puisque Taïwan a réussi à lancer des ateliers de confection de masques en 4 ou 5 semaines, on doit être capable de le faire aussi. On a du savoir-faire. Et donc, on a regroupé autour du plan Marshall les centres de compétences. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et il y a quelqu'un qui s'occupait de la filtration. Là, c'était du côté du Hainaut. Et donc, on a Deltrian qui s'est lancé avec la SRIW. Les outils économiques nous ont aussi beaucoup aidés. Nous ont aidés pour pouvoir acquérir des masques avec l'AWEX. L'AWEX avait des personnes sur place en Chine. Michel Kempener, qui est un Liégeois également, a été d'une aide considérable pour nous permettre de ne pas nous faire arnaquer dans l'achat, parce qu'il y avait énormément de mafia, de trafic, de promesses à l'égard de marchés, de masques, et donc qui n'étaient pas honorés. Et heureusement, grâce au travail de qualité de la WEX, on a réussi à trouver des solutions. On a relocalisé les masques et on a aussi l'Université de Liège qui a produit des écouvillons avec une entreprise située à Flémal. On a des centres de testing au Giga qui étaient les plus grands de Wallonie et de Belgique, qui nous ont permis aussi de tester beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et puis, il y a eu toute la voie à l'égard des tests qui n'étaient pas des nasopharyngés, mais des tests salivaires, qui ont permis, ils les ont d'abord testés sur le personnel universitaire et sur les étudiants. Et donc, on a proposé, puisque à l'époque, il y avait tellement de tests, c'était il y a 1 an maintenant, quasi jour pour jour, qui étaient réalisés, que le système ne fonctionnait plus, ils n'arrivaient plus à suivre. Donc ils ont dit on ne va plus suivre que les personnes symptomatiques. Catastrophe pour les maisons de repos. C'était vraiment total. Là, on est peut-être un peu loin dans la chronologie. Je vois la passion dans vos paroles. Mais donc, en fait, pour se situer, hein, donc on a cette première vague qui commence un peu à se terminer avec l'été. On voit quand même les restaurants rouvrir en juin 2020. On passe un été, on va dire, un peu plus ou moins quasi normal. Et puis, on pensait en être quitte, hein, vraiment. Et puis, on se retrouve alors en octobre-novembre 2020 avec une deuxième vague qui est encore plus terrible que la première. C'est une vague qui est différente. Alors heureusement, on a cravaché tout l'été pour travailler sur ce qu'on appelait le plan rebond, pour tirer les premiers enseignements. Donc au Parlement, j'avais été interpellée beaucoup, j'avais essayé de vraiment être à l'écoute, notamment de l'opposition, en disant mais je crois qu'ici, on ne peut plus parler ni de majorité ni d'opposition, toutes les idées sont bonnes, et donc on travaille, on se serre les coudes et on essaye. Donc toutes les remarques, j'ai essayé de les centraliser et de les mettre en exécution, pour faire en sorte que tous les centres, notamment les maisons de repos, aient des plans d'intervention d'urgence, comme dans le secteur du handicap, un peu comme ils le font dans les hôpitaux, de mettre en place des équipes mobiles en lien. On savait qu'il allait y avoir une deuxième vague. On avait en fait des prédictions mathématiques qui avaient été réalisées par l'université d'Asselt, et je pense celle d'Anvers, en collaboration avec l'université de Namur, qui montraient que la saisonnalité faisait en sorte qu'on allait avoir effectivement
potentiellement une augmentation des contaminations. Mais on n'imaginait pas l'ampleur et on espérait, les scientifiques disaient que le masque allait beaucoup aider à limiter la transmission du virus. En réalité, malheureusement, on ne connaissait pas encore suffisamment le virus à ce moment-là et il a été meurtrier également, mais je crois beaucoup moins grâce à ce qu'on avait appris de lui, grâce à la prise en charge dans les hôpitaux, à l'expérience qui avait été développée par les soignants et donc qui ont permis aussi de mieux traiter ou en tout cas de mieux prendre en charge. Et puis dans les maisons de repos également, d'avoir à la fois ces équipes mobiles médicales qui les prenaient en charge et donc de ne pas laisser les aides-soignants tout seuls. Les médecins donc, qui étaient dépêchés sur place, les unités mobiles, les plans d'intervention d'urgence, les masques de protection. On avait des équipements complets qu'on avait donnés. On a distribué des dizaines de millions de masques, de tabliers, d'équipements de protection pour essayer de se protéger au maximum. Mais malgré tout, effectivement, on a encore là-bas moins de morts, en tout cas dans les maisons de repos, que lors de la première vague, mais quand même une situation qui reste intenable parce qu'elle fait basculer malheureusement de nombreuses vies. Avec des taux de positivité absolument records, notamment ici en région liégeoise, ce qui a amené les hôpitaux à Liège comme ailleurs, évidemment, à devoir transférer aussi des patients. Ça doit être aussi extrêmement stressant, non seulement pour les hôpitaux, mais en tant que ministre de la Santé, c'est aussi une situation dans laquelle vous devez intervenir. Oui, et en même temps, il faut faire preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Donc effectivement, par exemple, la région de Verviers était vraiment dans l'œil du cyclone. C'était une situation pour eux terrible, où on a dû mettre des hôpitaux en dehors de l'hôpital pour pouvoir accueillir des lits supplémentaires. On a dû mettre en place en moins de 10 jours des hôpitaux. Donc j'ai fait ouvrir tous les centres de revalidation qui normalement sont occupés à du post-opératoire quand on se fait opérer de la hanche, du genou, etc. Donc du côté de Spa, il en existait 2 et un dans le Hainaut. On les a tous activés pour des patients Covid légers. On a essayé de travailler en collaboration fédérale, entité fédérée aussi, de manière beaucoup plus proche. Et je crois que travailler ensemble a donné de meilleurs résultats. Au début, je pense que personne ne savait non plus comment travailler dans une situation d'urgence comme celle-là. Il y avait énormément d'inconnus. La deuxième épreuve, la deuxième vague nous a permis de travailler un peu mieux, mais malgré tout, c'est une vague qui a été particulièrement meurtrière. On est en octobre, novembre, décembre 2020 et enfin, ce que beaucoup attendent depuis le début arrive. Donc, il y a une première dame qui se fait vacciner dans une maison de repos. Je crois que c'était fin décembre 2020. Oui, je pense que c'était le 28 décembre et c'était Josepha Delmotte qui se fait... Je me souviens de ce nom. Oui, qui se fait vacciner à Bousanton, maison de repos Bousanton à Mons. Et donc là, c'est l'euphorie. J'ai l'impression que c'est une journée incroyable, hein, qui restera marquée dans notre histoire, dans les médecins, les infirmiers, les pharmaciens sont agglutinés autour des vaccins qui arrivent, on dirait de l'or. On accueille celui qui vient, j'ai encore la chair de poule en vous l'expliquant. Le livreur qui arrive se fait applaudir. On a une aide d'honneur il arrive avec son truc réfrigéré, on le suit en regardant ces flacons, ces viales. On découvre des mots aussi qu'on ne connaissait pas, en tout cas moi que je ne connaissais pas, la manière de les préparer, les premières injonctions et les injections, et puis les craintes. Puisque à l'époque, il y avait des anti-vax qui avaient appelé, qui avaient intimidé les personnes en disant... Une fois que on va vous injecter le poison, vous allez mourir. Et donc j'ai vu 2 dames qui étaient blanches juste après l'injection. Et donc je me suis dit, tiens, elles font un choc anaphylactique, est-ce qu'il y a un problème, etc. Pas du tout, elles disent, on n'en revient pas, on est vivante. Et des antivax nous ont dit qu'on allait mourir. Alors à l'époque, effectivement, ces vaccins, c'est de l'or, hein, vraiment considéré comme de l'or qui arrive et qu'il faut absolument préserver, conserver et protéger, évidemment. C'est aussi le début d'une logistique absolument monumentale, puisque c'est le point de départ, le 28 décembre, de toute une infrastructure qui mène à la plus grande opération de vaccination depuis toujours. Oui, depuis toujours. Donc c'est du jamais vu. La Wallonie n'a aucun centre de vaccination, donc on doit tout construire. On fait appel avec Elodie Roupeau à Yvon Angler, qu'on va chercher, qui est un ancien recteur de l'Université de Bruxelles. On s'outille d'une équipe de choc qui vont nous aider et qui aussi ont eu
je veux dire, une fois qu'on a vécu dans le stress comme on a vécu pour pouvoir mettre en place cette logistique-là, on est prêt à tout. Enfin, je veux dire, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Mais je pense que pour cette équipe-là, ça a été un travail démiurgique. Vraiment, je suis admirative de la manière dont tout le monde s'est mobilisé, que ce soit les travailleurs de la vie qui ont travaillé jour et nuit, cette équipe redoutable. Et puis, on a mis en place des centres de vaccination en sachant qu'en même temps, c'était un sentiment qui était un peu partagé, c'est-à-dire que c'était la libération, on voyait le bout du tunnel, mais en même temps, on avait des millions de personnes qui trépignaient d'impatience, qui avaient envie d'être vaccinées avant d'autres. Et donc, ça a créé aussi des tensions dans la population, puisque certains groupes cibles se considéraient plus prioritaires que d'autres, et qu'il a fallu, là aussi, essayer d'agir de manière avec ordre et méthode, en suivant scrupuleusement les avis du Conseil supérieur de la santé, sauf pour ce qui concernait les personnes âgées, puisque à la base, la proposition qui avait été émise, c'était de vacciner d'abord les soignants et puis les personnes âgées. Et puis suite à l'avis du comité bioéthique, on a fait l'inverse. On a d'abord mis les personnes âgées qu'on devait, et heureusement, puisqu'il y a eu une troisième vague, et cette troisième vague-là a sauvé des vies. Elle a sauvé des vies et elle a fait en sorte que les vaccins soient efficaces, puisqu'il y avait eu au moins 15 jours après les 2 doses quand la troisième vague nous a frappés. Il y a déjà eu à ce moment-là, je pense, une première campagne de délation vis-à-vis de gens qui estimaient qu'on avait détourné des vaccins. Vous avez reçu des plaintes à ce niveau-là? Oui, on a tout eu. On a eu des anecdotes, des choses qui étaient assez épiques parce qu'on avait vacciné. Bon, il restait des vaccins. En fait, au début, il faut savoir que quand on avait acheté les doses, on avait 10 doses. Et en réalité, il y en avait non pas 11, mais 12 dedans. Ou bien quand les flacons étaient dimensionnés, on achetait des doses, mais en réalité, il y en avait plus dedans. Donc on s'est rendu compte que c'était pareil dans l'ensemble des flacons. Donc on a dû avoir de nouvelles discussions avec les firmes pharmaceutiques. Mais entre-temps, toutes les maisons de repos et tous les centres d'hébergement pour personnes en situation de handicap ou les hôpitaux avaient reçu les doses. Et donc se retrouvaient avec des doses supplémentaires qu'elles ne pouvaient pas. On avait un temps très court pour pouvoir vacciner. Donc une fois qu'on avait dégelé les doses et qu'on les avait mises dans les seringues, il fallait vacciner. Et donc, on a eu des situations où parfois, c'est vrai qu'on a vacciné quasi le passant dans certains établissements qui étaient devant. Ils ont fait appel parfois aux pompiers, aux policiers, et puis parfois à la famille ou au mieux aux médecins généralistes du coin, au pire à une forme de favoritisme mais c'est comme tout, qui n'a pas honoré ceux qui ont réagi comme ça. Mais je pense que c'est une minorité. Puis progressivement, en ayant beaucoup plus de vaccins à partir de mars-avril, les choses, la pression a commencé à retomber un peu. Alors, il y a des communes qui s'estimaient un peu lésées aussi de ne pas avoir suffisamment de lignes de vaccination, en tout cas des régions ou des sous-régions en tout cas. Donc ça a été aussi un processus d'adaptation permanent. Oui, ce moment-là était vraiment compliqué à gérer. Et quelque part, après la fermeture des maisons de repos, ça a été le plus dur aussi parce que toutes les communes, sur les 262 communes de Wallonie, elles voulaient tous un centre de vaccination sur leur territoire. Et nous, on devait agir de manière plus méthodique, c'est-à-dire en fonction de la densité de population, des zones d'habitat, du nombre de minutes qu'il fallait pour pouvoir joindre un centre de vaccination. On essayait plutôt d'agir de manière quelque part mathématique. Et puis parfois, certains considéraient « Ah, mais vous l'avez mis là parce que c'était telle partie, vous l'avez mis là », alors que très honnêtement, c'était vraiment le cadet de nos soucis. Nous, ce qu'on avait besoin, c'était des lieux qui étaient accessibles au transport en commun, aux personnes à mobilité réduite, qu'on puisse rejoindre en bus, en train ou en voiture, des gros centres de vaccination, parce qu'on s'était inspiré du modèle allemand, parce qu'on avait des Berlinois qui étaient venus nous expliquer comment ils allaient fonctionner à la chaîne, à la minute près, au minutage. Donc on a organisé toute cette logistique-là, avec notamment des gens qui avaient beaucoup d'expérience dans le secteur pharmaceutique et qui sont venus nous prêter main forte une fois qu'ils étaient mentionnés pour pouvoir organiser toute cette logistique. Ça représente combien de milliers de personnes pour organiser en fait, et accueillir les personnes, les vacciner, construire, aménager, vacciner les infirmiers, les infirmières, les médecins responsables des centres de vaccination? Au total, ça a mobilisé combien de personnes? Plus de 1000 personnes en permanence dans les plus de 40 centres de vaccination qui ont été implantés sur le territoire, les 9 centres majeurs qui vaccinaient jusque plusieurs milliers de personnes par jour. On avait des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et aussi toute la logistique, puisqu'on a, et ça c'était bien, le côté positif des centres de vaccination,
vaccination, c'est que le secteur de l'événementiel a eu beaucoup de contrats dans les centres de vaccination alors que tout était arrêté. Et on a réussi à faire en sorte que ce soit uniquement des firmes wallonnes ou francophones qui travaillent dans les centres de vaccination et qui ont fait un travail remarquable aussi. Donc on ajoute aux milliers de personnes qui sont là en permanence pendant des mois. On a commencé la vaccination en janvier. On va dire que les centres de vaccination étaient ouverts à partir du 15 mars. Aujourd'hui, on est en novembre 2021 et les centres fonctionnent toujours. Ils fonctionnent 6 jours sur 7. Ils sont ouverts parfois de 8h à 20h. Ils ont parfois fait des nocturnes. Certains ont fait du 24-24. Ils ont fait des marathons de la vaccination. Et avec la 3e dose, ils vont de toute façon devoir rester très actifs. Ils sont au taquet. On a eu plein de bénévoles aussi qui sont venus prêter main forte, des pensionnés pharmaciens. Allez, quand on voit par exemple les infirmiers, à quel point ils sont sous pression, à quel point c'est un métier compliqué, même les médecins généralistes, à aucun moment, je n'ai été en difficulté pour pouvoir composer des équipes qui pourtant ne se connaissaient pas, n'ont jamais eu l'habitude de travailler ensemble et ne se parlaient pas. Et ça a créé des familles complètes avec des gens extrêmement soudés. À ça, vous ajoutez le call center et le suivi du tracing aussi, parce qu'il y avait les systèmes de rendez-vous, le système QVAX, et donc ça faisait au minimum plus de 2000 personnes qui ont été occupées pendant la crise sanitaire en permanence. Cette vaccination prioritaire des personnes âgées et donc dans les maisons de repos a eu enfin une conséquence positive pour elles, c'est qu'on a pu rouvrir ces maisons de repos. Mais là non plus, ça ne s'est pas fait sans mal. Non, parce que c'était compliqué. Les gens avaient vraiment peur. Donc les professionnels qui travaillent dans les maisons de repos avaient une peur bleue que ça se reproduise et avaient été traumatisés des malades et de la manière dont les personnes manquaient de respiration, etc. C'était des souffrances qui étaient compliquées pour eux. Donc ce traumatisme-là, il fallait réussir à franchir le pas de dire, allez, maintenant on réouvre, on peut prendre une part du risque. Et on va y aller progressivement. Ils sont protégés. Et chaque jour qui passe, je sais que j'avais eu beaucoup de professionnels qui m'envoyaient des messages disant « Attendez encore une semaine, qu'on soit sûr, etc. » Donc humainement, on a dû aussi mettre des équipes qui ont tourné pendant plusieurs mois, des équipes de psychologues et d'assistants sociaux qui ont tourné dans les centres d'hébergement pour essayer de faire sortir toute cette angoisse de la part du personnel des maisons de repos. Parce que vous deviez aussi vous battre contre un autre phénomène qui est le syndrome de l'isolement. Pour toutes ces personnes âgées qui sont retrouvées pendant des mois sans voir leur famille, beaucoup sont mortes. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas mortes du Covid, mais qui sont mortes des conséquences du Covid. Et donc le syndrome d'isolement, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement difficile. On a essayé de mettre en place des dispositifs pour pallier à l'absence de visite, mais il faut savoir que ce sont des personnes qui sont en fin de vie, qui n'ont plus beaucoup d'avenir, et on leur propose des techniques qui étaient des techniques modernes avec lesquelles ils n'étaient pas du tout aguerris. Donc on avait investi dans des systèmes de vidéoconférence pour que les gens n'avaient pas l'habitude. Les gens étaient parfois désorientés, ou parfois ça leur faisait encore plus de peine que de se retrouver tout seul. Et donc tous ces mécanismes-là, il y a eu aussi des maisons de repos pour lesquelles les choses ne se sont pas bien passées. Donc il y avait une forme de maltraitance aussi à l'égard de certains qui ont été d'ailleurs poursuivis aussi, mais c'est mineur. Mais donc pour toutes ces situations-là, ce sont des victimes collatérales du Covid, ça c'est évident. Et c'est difficile de quantifier. Alors malgré cette vaccination qui débute à ce moment-là, on est au mois de mars, avril, la 3e vague commence à frapper. C'est une vague avec un variant alpha à l'époque, c'est le variant britannique. Et c'est une vague qui va quand même durer un certain temps, notamment parce que le variant delta, lui aussi, commence à émerger à ce moment-là. Comment est-ce que vous appréhendez à l'époque cette 3e vague ? Donc, une fois que la vaccination était là, ça a été une chape de plomb qui s'est levée. On se sentait beaucoup plus sécurisé. On savait que le risque était limité, mais que le gros challenge, c'était la 4e vague. Et donc de savoir qu'à l'automne, un peu plus loin, les choses, on devait voir si ça passait ou ça cassait. C'est-à-dire, est-ce que toutes les mesures qu'on a mises en place passaient. Alors, par rapport au virus qui nous a occupés au moment où on a démarré la vaccination, les doigts dans le nez, les choses se passaient bien. Et puis, comme vous le dites, on a eu le variant alpha, le variant britannique, qui était 2 fois plus contagieux que celui qu'on a connu au début. Et puis, vient se rajouter un autre, mais ça, on nous explique qu'en science, c'est très classique. Un virus va automatiquement muter,
automatiquement, et donc même après le Delta, on va en avoir d'autres. Et la caractéristique, c'est que systématiquement, ils sont plus contagieux et parfois plus agressifs. Et donc ici, on se retrouve, par exemple, avec le variant, avec le virus de base, une personne contaminée en contaminer 3. Aujourd'hui, une personne qui est atteinte du Covid va en moyenne en contaminer 8. Sachant, évidemment, c'est exponentiel. Avec le Delta, vous avec parlez. le variant Delta, qui est celui qui nous occupe à 100% aujourd'hui. Donc on a un virus qui est 2 fois plus contagieux. On est dans une situation où tout est ouvert, contrairement à il y a un an, où tout était fermé. Et pourtant, on réussit quand même à limiter la casse, au sens où, même si la situation est compliquée, on a quasi 10 fois moins de morts qu'il y a un an par jour. On a 3 fois moins de personnes en soins intensifs. Donc on voit que sur les formes graves, ça a un impact, de la même manière qu'une personne qui est vaccinée a un risque beaucoup moins fort de transmettre la maladie et de la contracter. On estime à peu près à 70% l'effectivité sur l'infection. Donc ça fonctionne, mais dans les régions où on a vacciné le mieux au monde, je pense par exemple à la Flandre. La Flandre a été championne en matière de vaccination. Elle a des taux qui sont extrêmement impressionnants. A levé toutes les gestes barrières. Et là-dessus, des gens comme Eric Havlik, comme d'autres, disaient toujours « Attention, la vaccination c'est bien, mais on ne peut pas vous garantir que le virus va totalement disparaître. Il y a toujours des individus qui font circuler le virus de manière plus importante et les vaccinés peuvent le faire circuler, même si c'est de manière moins forte, quand même. Donc, continuer les gestes barrières. Et ça, politiquement, pour nous, on s'est dit aussi que c'était important qu'à l'égard des vaccinés, on puisse dire aussi que vacciner était reprise d'une certaine normalité. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, on est tous des animaux sociaux et on a tendance assez vite à reprendre les mécanismes de sociabilité qui nous animent tous, c'est-à-dire beaucoup de convivialité, beaucoup de contacts sociaux, on refait la bise, on resserre la main, et de facto, ça repart. Et c'est un moment qui est un peu compliqué à gérer. Donc pour le moment, on voit bien que malheureusement, les hôpitaux décrochent en partie, puisque plusieurs hôpitaux, la majorité, tous les hôpitaux, notamment de Liège, ont dû décommander des interventions de personnes, là aussi, les effets collatéraux du Covid. Pas que des patients qui sont atteints de Covid. J'ai dans ma famille quelqu'un qui a mon âge, qui a une récidive de cancer. C'est un cancer qui s'est mis sur son poumon. Elle doit se faire opérer de toute urgence. Ça fait plus de 12 jours qu'on lui a annoncé, 12 jours qu'elle attend qu'on l'opère. Il n'y a pas de place pour elle. Or, elle devrait aller en soins intensifs potentiellement après son intervention. Et donc, sa vie est en jeu des suites de la crise sanitaire et des lits qui sont occupés en soins intensifs. Donc ça, c'est compliqué. On voit aussi... On a vu le cardiologue je ne sais plus si c'était le CHU. Jean-Olivier Defraigne du CHU. Voilà, le professeur Defraigne qui, en cardiologie, a dû décommander une grande partie de ses interventions pour des personnes dont les interventions sont quand même graves. Quand on a un pontage, quand on a une intervention au niveau du cœur, c'est sérieux. Mais après une intervention du cœur, on doit être placé 24 heures en soins intensifs minimum. Et pour le moment, les lits de soins intensifs sont occupés par des personnes qui sont atteintes du Covid. Donc, ce sont toujours des moments difficiles et on espérait très sincèrement que la vaccination et les gestes barrières allaient permettre de passer le cap. On sent et on attend avec fébrilité les prochains jours parce qu'on espère avoir un pic aux alentours de début décembre, que la pression va retomber. Mais si la pression retombe, elle va retomber calmement. Et malheureusement, on ne va pas atteindre une descente qui risque d'être vertigineuse puisque les liens sociaux continuent. J'espère qu'on va éviter la fermeture. C'est vraiment, pour nous, ce serait vraiment malheureux qu'on arrive à une situation à nouveau de lockdown, même momentané. Je crois qu'on doit tout faire pour éviter que ça n'arrive. Et pour ça, on doit vraiment respecter scrupuleusement les règles en matière de télétravail, de port de masque, de distanciation physique. Si on se les applique tous de manière importante, alors on estime et on espère qu'on évitera la fermeture. Alors que donc tout le monde se bat contre cet ennemi invisible, que tout le monde devrait se serrer les coudes, on s'aperçoit quand même qu'une bonne part de la population est contre les mesures qui sont prises et essentiellement contre la vaccination. Les anti-vax, comme on les appelle, sont très nombreux et vous les côtoyez, je ne veux pas dire physiquement, mais je pense que vous avez des réactions quasi tous les jours par rapport à votre politique. Oui, mais d'abord, disons que 85% des personnes en âge d'être vaccinées le sont. Et donc, ça veut dire qu'une très, très grande majorité des Wallons et des Wallonnes se sont fait vacciner et ont souhaité être protégés et sont favorables
aux mesures sanitaires qui nous occupent. Donc je pense que même sur par exemple le CST, on voit qu'une majorité des citoyens souhaitaient ce type de mesure. Donc je continue à la défendre, même si j'ai conscience que ça doit être le plus temporaire possible. Je pense que j'ai toujours essayé de défendre l'idée qu'une vaccination se fasse sur base volontaire, qu'on explique, qu'on fasse confiance aux gens au sens où on doit, en les informant de la manière la plus transparente possible, utiliser leur libre arbitre. Et je pense que voilà, la croyance en la science aujourd'hui, elle fait quand même sens. Et donc c'est vrai qu'une majorité ont adhéré. Il y en a qui n'adhèrent pas du tout. On estimait qu'il y avait 5-10% de la population qui allait être irrémédiablement contre. Mais il y a encore beaucoup de gens qui, tous les jours, s'inscrivent dans les centres de vaccination. En Wallonie, plus de 1000 personnes tous les jours prennent rendez-vous en primo-vaccination. Ça veut dire que... Première dose. En première dose. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui adhèrent. Il y a beaucoup de questions en fait autour de la fertilité qui se posent. Donc il y a beaucoup de jeunes, principalement d'ailleurs dans la tranche des 25-34 ans. 18-25 vont se faire vacciner. C'est un peu moins vacciné d'ailleurs que les autres tranches. Exact. Donc il y a 72% à peu près de personnes, maintenant c'est peut-être un peu plus, mais de 25-34 qui se font vacciner. Donc ils ont des questions, ils ont peur de ne pas pouvoir, que ça a un impact en disant mais est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte ? Et donc il y a eu des fake news et parfois des informations qui étaient vraies à la base. Prenons, quand on a démarré la vaccination, on avait dit on n'a pas encore d'informations suffisantes dans les études cliniques pour pouvoir garantir que c'est sécure pour les personnes enceintes, par exemple. Et bien, de facto, le fait de dire ça dans la pharmacovigilance ou dans les études cliniques a conduit certains à considérer que ça voulait dire que peut-être il allait avoir un danger, alors que ce n'était pas du tout le cas. Quand on a commencé, puisqu'on a fait ça, je dirais, au fur et à mesure, dès qu'on avait des assurances en termes cliniques, en termes scientifiques, on a commercialisé. Mais parfois, on avait, par exemple, AstraZeneca, c'était une certaine tranche d'âge, mais on n'avait pas d'infos sur des personnes de plus de 55 ans. Donc on a commencé en disant, on va utiliser AstraZeneca parce que ça, on a des données cliniques pour les moins de 55 ans. Et puis après, on a vu que dans la pharmacovigilance, c'était mieux de l'utiliser sur les personnes de plus de 55 ans. On l'a utilisé sur l'ensemble de la population et puis uniquement sur les plus de 40. Donc on a aussi évolué au fur et à mesure en fonction des informations qu'on avait. On a eu aussi de nouveaux vaccins qui sont arrivés au fur et à mesure avec deux types, principalement deux types de vaccins, des adénovirus, donc le Johnson & Johnson en une dose et l'AstraZeneca, et puis les vaccins ARN qui sont aussi une technique relativement nouvelle, même si elle fait l'objet de recherches depuis très très longtemps, avec le Pfizer et le Moderna. Donc on a dû s'adapter, donner des informations, mais personne en fait, je crois, ne se pose la question quand il achète un médicament, un Dafalgan par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'effets secondaires qui sont liés au Dafalgan ? Et personne, je crois, ne lit la notice, parce que c'est vrai, je l'ai fait objectivement. Quand le vaccin est arrivé, j'ai pris les médicaments que je prenais régulièrement ou que je donnais à mes enfants, et j'ai lu les effets secondaires. C'est flippant. Alors évidemment, comme on ne parle que du vaccin, que ça occupe toute l'actualité médiatique, politique, quelque part, on va décortiquer et ça fait peur parfois. Même si on vous dit qu'il y a un cas sur 100 000, vous vous dites merde, ça pourrait être moi. Sauf que le bénéfice à se faire vacciner, il est majeur, à la fois du point de vue individuel, mais aussi du point de vue collectif, puisque chaque personne qui se fait vacciner réduit le niveau de contamination, le risque faire reculer le virus, en fait, faire reculer le virus, puisqu'on a moins de chances d'être contaminé. Alors, les antivax, effectivement, sont disons, très actifs. Est-ce que ça pourrait conduire à décréter une obligation vaccinale ? Est-ce que le gouvernement wallon peut le décréter ? Est-ce que vous pouvez le décréter de votre côté ? Et si c'est le cas, uniquement pour les soignants, le personnel soignant, voire pour l'ensemble de la population ? Quelle est votre position à cet égard ? Donc non, la Wallonie ne peut pas le décider, c'est le fédéral qui peut le décider. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois, aux alentours du mois d'août, sur le principe, il y avait des demandes de mettre l'obligation des vaccinales sur les soignants, qui avaient fait l'objet d'un accord, mais dont les modalités devaient être discutées avec les organisations syndicales et dont les modalités ont été finalisées ces derniers jours par le gouvernement fédéral. Moi, ce que j'ai souvent dit, c'est ça passe ou ça casse.
En fonction de ce qui se passe l'automne, soit on arrive à vivre avec le Covid et quelque part c'est une maladie comme une autre grâce à la vaccination, soit on n'y arrive pas et auquel cas il faut penser à poursuivre les mesures. Et peut-être que poursuivre les mesures, c'est d'avoir un taux de vaccination qui soit proche de 100%, à l'exception bien sûr des quelques personnes, mais ça c'est très très peu de gens, qui auraient des réactions allergiques aux composants même pour lesquels le vaccin serait médicalement contre-indiqué. Oui, mais ça c'est une infime partie, c'est moins d'1% de la population. Donc on peut imaginer ça. Et donc, j'ai dit, mais déposons. Moi, je pense que ce n'est pas un tabou. Un vaccin obligatoire, il y en a plusieurs. En France, il y a 11 vaccins qui sont obligatoires. Donc, ça n'est pas un problème en soi de prévenir. Je pense qu'il vaut d'ailleurs mieux prévenir que guérir. Quand certains me disent parfois, mais est-ce que vous ne faites pas la publicité des firmes pharmaceutiques? Est-ce que vous ne les enrichissez pas? Je rappelle, par exemple, que le médicament, par exemple, de Merck, pour le moment, qu'on imagine pouvoir commercialiser, c'est 600 € le traitement. 600 € le traitement. Et on est malade. Enfin, je veux dire, on le prend pour guérir de la maladie. Un vaccin, ça coûte entre 2,18 € et maximum 25 €. Donc forcément, le coût est moins important. Et puis, moins important, une journée aux soins intensifs, c'est 3 000 à 4 000 €. Donc il faut puis aussi, avec tout l'impact que ça peut avoir sur les soignants et sur d'autres malades qui n'ont rien à voir avec le Covid. Et alors vous le dites vous-même, donc le virus ne va pas arrêter de muter. Et donc est-ce qu'on va devoir aussi également s'habituer, on a parlé de la 3e dose tout à l'heure, mais est-ce qu'on va devoir s'habituer à une dose annuelle qui sera un vaccin qui s'adaptera à chaque fois toutes les transformations du virus? Alors, si je le savais, ce serait plus confortable. Il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas dans une épidémie. Je crois qu'il faut dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et ça, on ne le sait pas. On pense, et on a toute la raison de penser scientifiquement, que le virus va encore muter. Mais en tout cas, les mutations ont l'air moins importantes du fait aussi de la vaccination qui fait reculer en partie la contamination du virus. Donc ça, je crois que ça produit ses premiers effets. L'avantage aussi, c'est que malgré qu'on ait eu 2 variants successifs qui dominent aujourd'hui, c'est que le vaccin qu'on a aujourd'hui est efficace contre le variant, en tout cas très, très, très fort contre les hospitalisations, les formes sévères, et en partie, bien sûr, sur la contamination. Donc moi, je ne sais pas si le variant suivant qui risque d'arriver ou qui viendra probablement sera résistant au vaccin. On ne sait pas le dire. Ce qu'on sait, c'est que les firmes travaillent à adapter potentiellement les produits en fonction des virus et du nouveau variant qui pourrait circuler. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on nous a demandé au niveau européen si on voulait faire un achat groupé pour les 2 prochaines années, considérant que, vous savez, les vaccins, c'était de l'or, on l'a évoqué il y a quelques mois, c'était extrêmement précieux. Donc les problèmes d'approvisionnement, on doit pouvoir être prévoyant et proactif. C'est la raison pour laquelle la Belgique s'est lancée dans l'achat groupé européen et a acheté 23 millions de doses de vaccins pour vacciner l'ensemble de la population belge en 2 doses. Et sachant que le booster va pouvoir permettre l'immunité, mais donc ça veut dire que c'est aussi potentiellement 9 millions de vaccins qui vont être utilisés, et il en resterait encore 15 millions qui seraient utilisés pour 15 millions, 14 millions, du coup, 23, 14 millions qui seraient utilisés pour potentiellement une 4e dose ou éventuellement, comme la grippe plutôt, alors un rappel en tout cas, on voit que l'immunité... Les gens le font, par exemple pour la grippe normale, classique, ils se font vacciner chaque année. Oui, ça ne pose pas de souci. De la même manière que globalement, pour certaines, pour le tétanos, etc., ce sont des vaccins à 3 doses. Donc ça n'est pas illogique. Les scientifiques nous disent maintenant que voilà, un vaccin, il est possible que le vaccin contre le Covid soit idéalement dans un format 3 doses. C'est pour ça qu'on donne aussi la 3e dose. Et certains estiment que ce sera bien comme ça et qu'il n'y aura peut-être pas besoin du 4e. Mais objectivement, je crois qu'il vaut mieux être proactif, en acheter déjà, ce qu'on a fait, et se dire que le cas échéant, si on ne doit pas les utiliser, on continuera à les envoyer dans les pays tiers, puisque la Belgique a dépassé ses objectifs en matière d'envoi aussi. C'est COVAX, si je ne m'abuse. COVAX, c'est relations bilatérales avec d'autres pays. Je crois qu'il y a plus de 7 millions de vaccins qui ont été envoyés dans ces pays-là. Alors, cette crise du Covid a mis à mal et continue de mettre en difficulté notre système de santé. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas de centre de vaccination, qu'il n'existait pas de centre de vaccination en Wallonie. Est-ce qu'il y a, à la faveur de cette crise du Covid, quand même des progrès en matière d'organisation des soins de santé en Wallonie qui ont pu être organisés?
Oui, je pense que sur l'organisation de la première ligne, on aurait dû lancer, j'étais en charge de l'assise de la première ligne qui aurait dû avoir lieu en février 2020, qui a été évidemment reportée pour cause de Covid. Mais globalement, on a réussi à créer des consortiats infirmiers pendant la crise. On a sorti plusieurs décrets qui permettent maintenant aux travailleurs de la première ligne de s'organiser, de travailler ensemble. Les cercles de médecine générale fonctionnent de manière extrêmement bonne, avec une communication qui était quasi inexistante avant la crise. Travaillent aussi avec les infirmiers, avec les pharmaciens et avec la première ligne. Les infirmiers à domicile, vous savez que le fédéral m'avait donné par exemple un fichier. À un moment, on avait eu des vaccins, des équipements de protection. On avait 300 000 équipements de protection à l'époque où on les attendait quasi à la sortie de l'avion. Et j'avais dit à Maggie de Bloch, écoutez, on en a 300 000 de plus. Est-ce que vous voulez qu'on les donne pour les infirmiers à domicile? Elle m'a dit, OK, ce serait vraiment bien, ça nous aiderait. Et donc, on a décidé de le faire. Mais le fichier que le fédéral nous a donné était un fichier avec des infirmiers qui étaient pensionnés, décédés, qui avaient quitté la profession. Et donc, c'était totalement déficient. Aujourd'hui, on a forcément des connexions avec eux beaucoup mieux organisées. Et ça va nous aider pour la suite de la prise en charge du patient à partir des réseaux hospitaliers qu'on a lancés, les réseaux locaux régionaux. Il y a aussi toute la réflexion première et deuxième ligne qui aujourd'hui est bien avancée. On a gagné 5 ans, grosso modo, dans l'organisation de la première ligne. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Alors moi, je voudrais prendre ça un peu sur le plan personnel. Cette émission, on a dit, comment l'avez-vous vécu personnellement? Est-ce que, on l'a dit, vous êtes arrivé ministre 4 mois à peine après le début de cette crise sanitaire. Vous n'avez pas arrêté. On vous a vu partout, dans tous les médias, à parler, expliquer, et sans arrêt, évidemment, se mettre au goût du jour, aux problèmes qui arrivaient et qui revenaient dans l'actualité. Allez, personnellement, physiquement, est-ce que ça a été un effort, une période terrible pour vous? J'ai pas eu l'occasion de beaucoup réfléchir là-dessus parce qu'on est en mouvement tout le temps. Je pense que ça a été une période terrible pour énormément de personnes et que je suis sûrement pas la première à devoir être plainte. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert, il y a des gens qui ont perdu des proches, il y a des gens qui n'ont pas su faire le deuil parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion même de voir la personne qui est décédée tellement les situations étaient difficiles et qui n'ont pas pu rendre un dernier hommage. Donc il y a vraiment eu des situations compliquées. Moi j'ai eu l'impression d'être comme si j'étais sur un navire qui était en pleine tempête et que j'avais le gouvernail et que systématiquement j'avais des énormes trompes d'eau qui tombaient, qui étaient à chaque fois des épreuves et qui rendaient les choses de plus en plus difficiles. Mais coûte que coûte, il ne fallait pas lâcher le gouvernail. Donc c'est plutôt ça, comme ça que je l'ai vécu. Et en me disant... On doit s'entourer de professionnels. On a la chance en Belgique d'avoir des scientifiques de très très grande qualité. On a la chance de pouvoir être épaulé de cette manière-là. Et je pense qu'on a toutes les raisons de se fier à la science et que si, dans une crise sanitaire, on n'essaye pas d'agir avec sang-froid, avec méthode, mais aussi en étant humble. Je pense qu'on ne peut pas dire aux gens ce qu'on ne sait pas. Et il faut parfois dire « je ne sais pas », même si c'est difficile, parce qu'on a l'impression que l'être humain doit tout maîtriser et on avait l'impression qu'on était infaillible avant cette crise. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est en parlant de manière la plus honnête possible aux citoyens qu'on est compris et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne joue pas aussi sur l'intelligence collective des gens. Alors une précision quand même, c'est qu'il faut dire que cette émission a été enregistrée ce lundi et qu'elle est diffusée ce jeudi soir. Donc il y a un décalage et donc, puisque nous sommes dans une situation où les choses peuvent évoluer très vite, nous devons en tenir compte. Voilà, merci beaucoup en tout cas Christy Moréal d'avoir été des nôtres aujourd'hui, notre invitée du mois. Je remercie également la société Electrovox qui a réalisé la captation de cette émission. Vous la retrouverez bien sûr sur notre page Facebook Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Notre prochaine soirée, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le jeudi 16 décembre à 20h. Nous sommes partenaires avec la Cité Miroir d'une soirée exceptionnelle sur le journalisme d'investigation. Et vous aurez l'occasion donc de la découvrir en direct sur notre page Facebook également. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.